Alors, je suis très heureux d'être présent ici avec Gérard Garouste. Vous nous excuserez, on se connaît trop pour se vouvoyer, même si c'est plus... Ça se fait, on va se tutoyer en échangeant. Quand on m'a proposé de dialoguer avec Gérard à propos de son exposition, sa rétrospective au Centre Pompidou, cette magnifique exposition, j'ai pensé que dans le cadre du MAJ, du Musée d'art et d'histoire du judaïsme, étant donné que l'œuvre de Gérard est véritablement immense et qu'il faudrait des journées entières pour pouvoir en parler entièrement, et même des journées ne suffiraient pas, il fallait trouver un angle de réflexion, de présentation qui justifie notre présence à tous les deux dans ce lieu. Et j'ai pensé que ce qui serait intéressant, c'est d'aborder cette perspective que j'appelle Gérard Garouste l'hébreu. Qu'est-ce que veut dire Gérard Garouste l'hébreu ? Ça a deux sens, la phrase a deux sens en fonction de la virgule. Si je dis Gérard Garouste l'hébreu sans virgule, c'est que Gérard Garouste, c'est un hébreu au sens étymologique du passeur, comme Abraham, le texte biblique dit Abraham à Ivry, Abraham l'hébreu. Mais si je mets la virgule après Gérard Garouste, virgule, l'hébreu, c'est son rapport à l'hébreu, son rapport à la langue hébraïque, son rapport à la pensée hébraïque. Et vous allez voir que dans les tableaux que nous avons choisis ensemble, puisque nous avons préparé cette rencontre ensemble, nous avons choisi des tableaux qui sont spécifiquement liés à cette question de la langue hébraïque et de la pensée hébraïque que l'on trouve dans le Midrash, dans le Talmud et dans la Kabbale. Et c'est de cela qu'il va être question. Et on va vous montrer pendant cette heure de dialogue quelle est cette spécificité de cet attachement que Gérard a par rapport à cette langue et cette pensée. Alors Gérard, je te donne la parole pour poursuivre. Alors c'est un peu compliqué parce qu'on a tellement l'habitude de travailler ensemble que le côté un peu mondain est plus difficile que d'habitude. Donc vous nous excusez. Bonsoir. Écoutez, les premiers mots que je voudrais dire d'une façon un peu sur l'ensemble de ce qui va se passer ce soir, parce que tel que je connais Marc-Alain Waknin, à la fin de cette soirée, on aura à peine fini l'introduction. Donc, je voudrais dire que le but, en tous les cas, le but, c'était de montrer un peu l'esprit de ce dialogue. Et pour moi, ça se divise en deux parties que l'on ressent dans l'exposition. Première partie, c'est toute une série de tableaux qui est fait la première partie de l'exposition. Et j'ai envie de vous dire que ça pourrait se résumer par une expression, ça se raconte. Ça se raconte. Alors, ça se raconte comme un conte d'enfant. Ça peut être un mythe grec, ça peut être tout ce qui se raconte. Raconter un rêve, comme un enfant pourrait raconter un rêve, ça se raconte. Ça, c'est la première partie de l'exposition. C'est pas le but de cette soirée, parce que justement, le but de cette soirée, c'est sur l'hébreu, comme l'a dit Marc-Alain. Et là, c'est la deuxième partie de l'exposition qui fait les trois quarts de l'exposition du Centre Pompidou. Et là, c'est plus ça se raconte, ça se révèle. Ça se révèle, c'est-à-dire c'est le texte qui se révèle selon des procédés que j'ai acquis grâce à mes maîtres. Alors mes maîtres, je n'ai pas envie de les remercier à la fin de cet exposé, parce que ce n'est pas des remerciements, c'est une reconnaissance comme ça. Alors mes maîtres, c'est Yaakov Haroche, c'est Marc-Alain Waknin, c'est Philippe Haddad, mais enfin surtout Marc-Alain Waknin, et puis aussi aujourd'hui Pierre-Henri Salfati, qui sont
sans eux, l'hébreu n'aurait pas de sens pour moi. C'est-à-dire, sans ces maîtres, l'hébreu serait une simple lecture qui se raconte comme... alors voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Et on va bien sûr aborder... alors, est-ce qu'on montre maintenant de ces tableaux de la première partie très rapidement, qui est dans l'exposition, voilà le classique et l'Indien, c'est-à-dire à la suite d'un rêve où j'avais trouvé un rêve que j'avais vraiment fait, quand je me suis réveillé, je me souvenais qu'il y avait une voix off qui m'avait dit, tu sais, il y a deux sortes d'individus, des classiques et des Indiens. Je me suis dit, des classiques et des Indiens, je ne vois pas le rapport, je vois des classiques et des modernes, ou des Indiens et des cow-boys, mais des classiques et des Indiens. Et c'est mon ami Jean-Michel Ribes qui m'a dit, mais tu fais un jeu de mots avec classique et cacique. Parce qu'un cacique, c'est un chef indien, mais si on regarde dans un dictionnaire, cacique, c'est aussi quelqu'un qui est un super, qui réussit à tous les concours, c'est un homme politique, qui est réussi vraiment sur un plan social comme ça. Et puis là, évidemment, l'Indien, c'est le personnage un petit peu douteux, mais c'est l'intuition. C'est le classique. L'Indien, c'est le clown blanc et l'Auguste qu'on va retrouver dans l'exposition. Alors là, vous avez un exemple de classique d'Indien. C'était un tableau que j'ai fait dans une période où j'allais très mal, mais voilà, c'est un des rares tableaux que j'ai fait en 10 ans dans une ancienne période. On peut vite remonter voilà, c'est les premières choses que j'ai pu faire sur le classique indien. Tout ça, toute cette période, voilà, ça c'était une espèce de sentiment que j'avais à l'époque qui fait que j'étais intéressé par un jeu de présence et d'absence. Ça, aussi, j'étais un peu seul, c'est-à-dire à ces présences de grandes aiguilles correspondait une absence des petits attributs. Et il y avait tout un jeu de combinaisons, petit passe, voilà, continue, tout un jeu de combinaisons qui avait fait une série de 16 tableaux où sur la table, il y avait des choses qui apparaissaient et qui disparaissaient. Ce qui est amusant, intuitivement, on va retrouver plus tard dans l'exposition, à partir d'une lecture d'un livre de Marc Alain qui m'a beaucoup impressionné, Zeugma, qui touche ce problème, ce sujet-là. Ce sujet, merci, qui est tout simplement Zeugma, tu pourras en dire deux mots, mais Zeugma, ça veut dire le pont, mais c'est un pont... En rhétorique, c'est très particulier parce qu'il y avait deux villes dont tu connais peut-être le nom, mais en tous les cas, il y avait deux villes avec évidemment un fleuve au milieu, et puis ce pont s'écroule et disparaît. Et c'est cette absence de pont, un peu comme mon jeu, c'est cette absence de pont qui est devenu un système zeugmatique, enfin un zeugma. Et Marc Alain a fait un livre sur le zeugma, et ça, moi, en tant que peintre, ça m'intéressait beaucoup, parce qu'il y a la présence d'un tableau, mais qui met en scène toute une absence. Par exemple, entre deux tableaux, l'absence qu'il y a entre les deux sous-entend un troisième tableau. Voilà. Est-ce qu'on peut passer? Alors voilà, on va voir dans la première partie de l'exposition, vas-y, passe. Adara, c'est pareil. Dans l'idée d'absence et de présence, ce que je peux vous dire, c'est ce tableau qui s'appelle Adara, donc c'est le nom d'une étoile, ça laisse sous-entendre qu'il y a un mythe grec, donc c'est pas n'importe quel chien, etc. Ça se raconte, mais en même temps, ce tableau, on le voit pas avec ce personnage qui est l'Indien, justement, qui lance des tableaux en l'air. C'est pas n'importe quoi, parce que en dessous, en sous-couche de cette croûte, il y a toute une combinaison de la constellation du chien. Et donc, au niveau de la composition, ce personnage, le classique qui tient un polygone dans la main, c'est en fait la place de l'étoile Adara. Voilà ce jeu d'absence et de présence. Tu peux passer. Voilà, c'est tout ce qu'on voit dans la première partie de l'exposition. Là, c'est la constellation Canis Major dont je me suis inspiré pour mettre en scène, comme s'il fallait absolument nécessairement une règle absolue pour la composition du tableau, ce qui n'a aucun intérêt en soi. C'est simplement c'était nécessaire. Voilà. Voilà.
Donc évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur cette absence, par exemple, parce que je vous dirais juste un exemple. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est que dans un tableau qui m'a beaucoup inspiré du Gréco, qui s'appelle Laocoon, qui est un homme qui était condamné comme ça et qui était dévoré par un serpent avec ses fils. Dans le tableau du Laocoon du Gréco, il y a un fils qui est tout à fait à la droite du tableau, et le Gréco avait fait la tête qui était tournée vers l'extérieur, et puis il a décidé finalement de tourner la tête vers l'intérieur, ce qui fait que ce personnage, ce fils, il a deux têtes, c'est devenu un Janus. Ça avait échappé complètement au Gréco, parce que tout simplement, pourquoi tout d'un coup deux têtes? C'est que la peinture à l'huile, en vieillissant, devient de plus en plus transparente. Donc moi je m'amuse avec des tableaux qui fait que petit à petit, dans 2 siècles, ils vont apparaître des choses. C'est un jeu purement qui n'a aucun intérêt, mais qui m'amuse beaucoup. On continue. Oui, alors juste avant de continuer, il m'a semblé intéressant que ce moment de ta peinture fasse référence non seulement au mythe grec, mais en particulier à cette question des étoiles, qui dit de façon différente ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le jeu que tu te proposes et que tu proposes à tes spectateurs, c'est les spectateurs d'aujourd'hui, et puis les spectateurs dans 200, 300 ans, lorsque cette peinture aura disparu, puisque l'huile, ils verront ce qu'il y a en dessous, ce que tu appelles le repentir. Donc en fait, dans ce tableau, il y a un tableau visible, celui-là, et il y a un tableau invisible. Et cette dualité du visible et de l'invisible, c'est exactement la structure même de la pensée kabbalistique. C'est-à-dire que dans la Kabbale, il y a les mots des textes de la Torah que nous pouvons lire, mais si on sait gratter, on sait lire en dessous des lettres, alors il y a d'autres lettres et d'autres images. Rabbi Nachman de Bratslav pose une question très intéressante. Il se dit l'écriture, c'est des lettres en encre noire sur du papier blanc. Mais il pose la question, qu'est-ce qui se passe quand on soulève la lettre noire? Quelle est la couleur qu'il y a entre le noir et le blanc du parchemin? Et il dit, tout le monde va répondre que c'est gris, mais Rabbi Nachman dit, moi je pense que c'est bleu-azur. Et pourquoi c'est bleu-azur? Parce que la couleur de l'azur, c'est la couleur du ciel, c'est-à-dire en fait la couleur du ciel, c'est la couleur de la mer qui reflète la couleur du ciel, et le ciel nous renvoie à la transcendance. Et donc entre ce qui est visible, le noir de la lettre, et ce qui est invisible, le parchemin sur lequel cette lettre est posée, il y a non pas quelque chose qui est, c'est-à-dire de manière finie, mais quelque chose qui est infini. Et je pense que dans l'œuvre de Gérard Garouste, ce qui est important, c'est de comprendre cet infini. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher seulement à voir ce que vous voyez, mais toujours vous poser la question, qu'est-ce que je ne vois pas dans ce tableau? Qu'est-ce que Gérard Garouste a caché? Alors s'il l'a caché, vous n'allez pas pouvoir le voir, seulement sa dimension très ludique de peintre fait que ce qu'il a caché dans un tableau que vous ne voyez pas va se retrouver dans un autre tableau. Et donc c'est en regardant plusieurs tableaux à la fois qu'on peut reconstituer à la fois le visible et l'invisible. Mais ce qui est le plus important, c'est d'entendre, et d'emblée je suis heureux qu'on puisse l'aborder de cette manière-là dès qu'on entre dans son œuvre, cette dimension double qui est véritablement la pensée de l'hébreu dont j'ai parlé, qu'on dira en hébreu niglé venistar, ce qui apparaît, ce qui se révèle et ce qui est caché. Mais la deuxième raison pour laquelle ce tableau est important en introduction, et ce tableau qui s'appelle Hadara et qui renvoie à cette étoile, parce que cela m'a fait penser à une citation de Marcel Proust dans Le Temps retrouvé, que je vais vous lire,
pour faire comprendre ce que j'entends, ce que m'a fait, comment cette étoile a résonné en moi. Alors, je ne lis pas tout le texte du temps retrouvé ici, mais j'ai souligné en bleu le passage qui m'intéresse particulièrement. Le passage concerne la grandeur de l'art véritable, etc. Et Proust écrit « Par l'art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la Lune. Grâce à l'art, au lieu de voir un seul monde, le nôtre, nous le voyons se multiplier, et autant qu'il y a d'artistes originaux, autant nous avons de mondes à notre disposition, plus différents les uns des autres que ceux qui roulent dans l'infini, et qui, bien des siècles après, qu'est éteint le foyer dont ils émanaient, qu'il s'appela Rembrandt ou Vermeer, nous envoient leur rayon spécial. Et je crois que commencer un tableau qui représente une étoile, qui va nous envoyer des rayons dans quelques centaines d'années, ça dit beaucoup de l'œuvre de Gérard Garouste, et ça dit aussi beaucoup de l'œuvre de l'art en général, qui nous fait découvrir un monde qui est le sien, un monde que nous n'aurions pas connu s'il n'y avait pas cet artiste. Et la question c'est pas une question en fait, regarder un tableau, c'est déjà dire merci. C'est dire merci à l'artiste de nous faire découvrir un monde que nous aurions ignoré s'il n'avait pas existé. Et donc, à chaque fois qu'on regarde une œuvre, on dit merci, mais quel monde extraordinaire. Mais pour nous, et pour 2 siècles, 3 siècles, quand les rayons de cette étoile continueront à caresser le monde et les yeux des spectateurs. Voilà le point de départ qui m'a semblé important. Et donc, on entre dans c'est toi qui reprends la parole, là, maintenant. Oui, mais enfin, vous comprenez bien qu'à cette époque-là, de ce tableau à Dara, je ne connaissais pas Marc-Alain Ouaknine. Et quand j'ai fait sa connaissance et qu'on a commencé à parler de l'hébreu, alors là, ma tête a sérieusement pris une dimension extraordinaire, parce que là, en effet, avec Marc-Alain, je prenais, et puis aussi Yaakov Haroche, qui m'a initié au pshat, c'est-à-dire au premier niveau de lecture, mais essentiel pour approcher le texte. Là, tout d'un coup, je rentrais dans un univers. Là, j'étais seul. Je baigne dans ma culture gréco-latine, je dirais, avec une intuition justement sur ces jeux d'absence et de présence. Mais là, tout d'un coup, quand il va falloir rentrer dans l'hébreu, et je rentre dans l'hébreu, surtout, bon, il y a Dante, mais on ne va pas en parler maintenant. Il n'y a plus... Vous voulez que l'on en parle? Non, c'est comme tu veux. Ce qui est important, c'est donc, j'étais dans ces mythes, grecs, machin, la Divine Comédie, qui est un peu la même chose. Pour moi, la Divine Comédie, ça se raconte très bien. Mais voilà les tableaux qui sont la première partie de l'exposition. Mais ce qui est intéressant, là, tout d'un coup, je rencontre Marc-Alain et Rabelais, et Marc-Alain nous fait découvrir Rabelais. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur Rabelais, mais là, tout d'un coup, on est confronté à l'hébreu avec déjà cette idée de révélation. C'est le texte qui se révèle par des astuces, à la limite des jeux de mots, tous des processus dont tu peux dire quelques mots sur Rabelais, même à commencer par son nom, Rabelais, Rabilets, un jeu de mots oui, vas-y. Alors, voilà, c'est ce qui est important. Alors moi, tout cela, je le sais qu'après, parce qu'on se rencontre d'abord de manière livresque et de manière dans les études. Gérard suit mes enseignements et il lit mes livres. On ne se connaît pas encore autant comme des amis qui vont étudier après, comme on l'a fait encore, à passer des soirées, voire des nuits à étudier. Mais on est dans les années 90, au milieu des années 90, et je fais un cycle de conférences à la synagogue Copernic sur Rabelais et le judaïsme.
Et j'avais découvert en lisant une thèse de doctorat de Christine Escarment qu'il y avait la possibilité de lire Rabelais avec des jeux de mots hébraïques, et en particulier, alors ça c'est ce que j'ai entendu dans Rabelais, le fait que Rabelais, regardez, voilà François Rabelais, il est là, quand vous regardez Rabelais, on peut le décomposer en Rav-lé. Rav, ça veut dire rabbin, ça veut dire maître, et lé, c'est simplement ici en français Rabelais. Mais si je le lisais en hébreu, ça peut être Rav-la. Ça veut dire, là, il y a un maître pour elle. Alors, qui est elle? On ne sait pas. Mais en tout cas, le mot Rabelais peut se décomposer de cette manière-là. Et je continuais dans cette idée. Donc, la première règle que je donnais que dans cet enseignement et que Gérard va reprendre, et je pense que c'est ça qui est le plus important à comprendre et à retenir, c'est que chez Gérard, son rapport à l'hébreu est complètement dialectique. Dialectique parce qu'il va comprendre très rapidement et pousser le jeu dans ses plus grandes subtilités que l'hébreu n'est pas une langue de mots, mais une langue de lettres et une langue de racines. Et ça change beaucoup parce que dans une langue de lettres, on peut jouer avec les lettres, on peut couper les mots en deux, on peut déplacer les lettres, les recombiner. Et donc il y a deux aspects dans l'œuvre de Gérard. Il y a le moment où il coupe les mots, donc c'est le moment de la coupure des mots, et vous allez voir la conséquence extraordinaire de ce simple mot. Qu'est-ce que ça veut dire couper les mots? Et puis, une fois que les mots sont coupés, il faut les recomposer, les remettre ensemble. Et donc, il y a cette dynamique de coupure et cette dynamique de suture. Et ensuite, on verra une troisième dynamique qui est celle de la permutation. Donc, dans cette dynamique de coupure dans laquelle nous sommes ici, la coupure des mots, Rabelais devient d'abord Rab-lé, Rav-lé, et puis le mot lé, étant donné qu'on est en ancien français, c'est pas Rabelais, c'est Rablès, Rablès, et je l'entends Rav-letz. Or, letz, en hébreu, ça signifie le clown, ça signifie la moquerie, ça signifie, et donc, tout à coup, Rabelais devient Rabbi Letz, Rabbi le clown, qui correspond exactement à son œuvre qui est pleine d'humour. Donc, cette coupure des mots, par exemple, là tu peux commenter cet exemple. Ce tableau s'appelle Le Rejet. Oui, par exemple, tu avais là, c'est-à-dire que ce tableau a été fait pour quelque chose qu'on va rencontrer dans cette étude, qui est le rejet le nid d'oiseau. Vous savez, ce fameux verset qui est vraiment une question comme ça, de ce verset, qui dit si par hasard, en chemin, tu rencontres un nid d'oiseau, tu chasses la mer et tu prends les œufs ou les... Et ça, c'est dans... Deutéronome, chapitre 22. Voilà. C'est un bonheur de travailler avec lui. Non, mais c'était pour t'aider. Mais ça, pour moi, ce sont des sources extraordinaires. Alors, parce que dans le Talmud, tout d'un coup, il y a... c'est ça qui est extraordinaire, cette phrase qui paraît si simple, mais tout est remis, tout pose question. Si par hasard en chemin, mais alors, qu'est-ce que c'est que le hasard? De quel hasard? Comment définir le hasard? En chemin, mais de quel chemin? Alors le Talmud dit, mais le chemin, ça peut être, après tout, ça peut être un aigle qui fait des cercles dans le ciel avant de prendre une petite proie par terre. Ça peut être un nid qui est posé sur un nénuphar, sur un fleuve, et puis il fait le cours du fleuve et de la rivière, par exemple. Il y a tout. Et par exemple, si quelqu'un marche, alors ça c'est Rabbi Matana, c'est ça. Si ça te dérange pas, on va y revenir après, parce que ce qui est important, c'est que tu expliques simplement ici dans l'exemple ce qu'est la coupure pour qu'on puisse ensuite
passer à la suture. Et on va revenir après sur la question du nid d'oiseau. Tout simplement, ici, la coupure, c'est puisqu'il s'agit de ce fameux rejet de la mer, le nid d'oiseau dans ce passage, le rejet, ça peut s'écrire justement rejet, et un jet, c'est un oiseau que j'ai peint un oiseau, et voilà une manière de s'amuser avec des sujets comme n'importe quel détail, un fruit, un animal, une belette. On va voir qu'avec Kafka, ça peut être une martre, tout d'un coup. Rien n'est au hasard dans le choix des animaux de Kafka. Mais là, je voudrais dire en vitesse une chose importante qui a été pour moi très important par exemple, on verrait, oui, évidemment, il y a tout à dire en même temps. Il y a beaucoup d'âmes dans l'exposition. Mais ce qui est important, c'est que par rapport à la mythologie grecque, vous savez, les animaux dans la mythologie grecque, on les prend pour leur caractère un peu humain, c'est-à-dire le serpent, il est fourbe comme ça, le renard, il est malin, le lion, c'est le roi. Dans l'hébreu, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Ce qu'il faut voir dans l'hébreu, c'est que les noms des animaux, c'est la manière dont ça s'écrit. Par exemple, justement, un âne, ça se dit Hamor, et tout d'un coup, il faut s'arrêter sur ce mot, il faut faire toutes les combinaisons possibles, un tsérouf, etc. Donc, pour reprendre une expression de Rabelais, pour Rabelais, les mots, c'est un peu comme des silex qu'on a dans les mains. On frotte les silex et ça fait des étincelles. Et ça offre différents sens. Et là, dans un tableau comme ça, eh bien, ce rejet, c'est une manière de mettre en scène l'oiseau. Le jet. Et donc, ce qui va m'intéresser dans la suite de cette exposition, c'est à chaque fois jouer sur les mots des animaux. On va le voir. Voilà, donc c'est justement ça, c'est la caractéristique de la peinture de Gérard. Il ne peint pas un sujet, il peint des mots. Et on pourrait dire qu'il peint des jeux de mots. Donc il faut comprendre quels sont les jeux de mots. Et j'ai toujours pensé, en voyant l'œuvre de Gérard, à cette phrase de Lacan qui dit que l'inconscient est structuré comme un langage et par les jeux de langage, par exemple, dont l'homophonie, c'est-à-dire d'entendre deux choses différentes qui sont écrites de manière différente, mais qu'on entend de la même façon, comme le rejet et le rejet. Et pour donner un exemple, alors j'ai aimé, étant donné qu'il y a vous connaissez bien Magritte, ce tableau Ceci n'est pas une pipe, voilà dont j'ai trouvé cette. Et alors avec ce tableau, il y a beaucoup de jeux. Les gens se sont amusés à n'en plus finir en disant ceci n'est pas une pipe, ceci est une pipe. Enfin bon, on peut trouver et vous comprenez tout l'infini ludique qu'il peut y avoir. Par exemple, ceci n'est pas une pipe, bien sûr, mais deux, et ça nous fait sourire. Mais là, pourquoi j'ai choisi cela? Parce que dans cet exemple, le jeu, il est sur pas une mais deux, mais il n'y a pas de jeu sur la lettre, c'est sur le sens. Alors que là encore, par exemple, chez Magritte, le jeu, il est dans l'opposition entre la représentation et la nomination. On a une représentation d'un œuf, il écrit l'acacia, et c'est ce décalage entre la nomination et l'objet qui nous fait sourire. Mais il n'y a pas un jeu sur la lettre elle-même. Alors que dans ce tableau de Gérard, que vous trouverez dans son livre sur Don Quichotte, Gérard fait ce tableau, ceci est un coq, mais bien évidemment, alors il y a une énigme qui est posée par Gérard, il ne le sait pas lui-même, mais l'énigme est la suivante: quel est l'anagramme que l'on peut composer avec les lettres ceci est un coq, et qui a une relation avec Don Quichotte qui est en train de fumer une pipe. Alors bien sûr, Gérard, tu vas nous dire quelles sont les possibilités. Bien sûr, on peut trouver le mot conquête dans le mot ceci est un coq, mais ou alors ceci est une quête. Est-ce que c'est une quête métaphysique? Qu'est-ce que tu as voulu faire
dans ce tableau? Tu sais, ce tableau ne vient pas par hasard, ça c'est sûr. C'est en lisant Don Quichotte. Voilà, il y a un coq, et ce coq, il y a la tête de Don Quichotte. Et je ne me souviens absolument pas du tout pourquoi c'était évident que j'allais coller ceci est un coq en pensant à Magritte. Je pensais vraiment à Magritte, mais je ne sais même plus de quel passage dans Cervantes, à quel moment il a écrit cette image du coq qui n'en est pas un. Mais il y a un passage très précis. Alors il y a quelque chose d'important à souligner dans le travail de Gérard concernant Don Quichotte, très impressionné par le fait que Don Quichotte était vraisemblablement marane, et selon deux livres très importants, l'un de Dominique Aubier qui s'appelle Don Quichotte, prophète d'Israël, et le livre de Ruth Reichelberg qui s'appelle Don Quichotte, le roman d'un juif masqué, que vous trouverez au Seuil, il y a en fait une lecture juive de Don Quichotte avec des jeux de mots en permanence dans l'ensemble de l'œuvre. Ça sera l'occasion d'un autre dialogue. Et parmi les jeux de mots qui sont trouvés, c'est que le mot quechot, quichotte en espagnol, en hébreu en fait, quechot, ça veut dire la vérité. Et donc Don Quichotte signifie Monsieur Vérité, et alors qu'on est dans un texte qui décrit toutes les illusions justement de la vérité, et Gérard a voulu travailler ici. Alors moi j'ai un outil qui s'appelle un anagrammeur, qui permet de mettre n'importe quel mot et n'importe quelle phrase, et qui vous donne toutes les anagrammes possibles à partir. Alors vous chercherez, et dans ceci est un coq, il y a des anagrammes absolument magnifiques et complètement improbables que vous pourrez découvrir. Et c'est un petit peu dans la démarche que vous avez avec les livres de Raphaël Enthoven qui sur les anagrammes renversantes. Je ne sais pas si vous connaissez ces livres qui sont vraiment très 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 impressionnants sur l'importance des anagrammes, mais on y reviendra. Et donc, pourquoi il y a ici une pipe? Comment travaille Gérard? Et j'ai trouvé un exemple de petit dialogue qui est un exemple de ce qu'il y a sous les tableaux. J'ai trouvé ça dans un livre de Jean Alouche qui s'appelle « Lettre pour lettre, transcrire, traduire, translittérer ». C'est déjà un livre très ancien. Et voici le dialogue que j'ai trouvé et que je vais vous lire. Donc c'est une question qui est posée entre deux... donc ceci n'est pas une pipe, c'est Magritte, mais voilà le commentaire qu'on peut en donner. Deux jeunes enfants, que nous nommerons Pierre et Jacques, discutent, et Pierre pose à Jacques la question suivante. Tu es tout seul dans le désert. Tu as un fusil et 2 balles. Tu veux fumer, comment tu fais? Voilà la question, une question métaphysique. Hein, tout seul dans le désert, tu as un fusil et 2 balles, tu veux fumer, comment tu fais? La réponse est très simple. Jacques, il ne sait pas, alors Pierre va lui répondre. C'est simple. Tu vois une panthère passer. Tu mets ta balle. Tu tires et tu la loupes. Tu prends la loupe. Tu fais un grand tas de sable et un petit. Tu ne prends pas le tas haut, mais le tas bas. La panthère repasse. Tu mets ta balle. Tu tires et tu la tues. Tu la prends par la queue. Tu la fais tourner autour de ta tête. Ça fait une circonférence. Une circonférence égale 2 pi r. Ça fait 2 pipes en terre. 2 pipes en terre. Tu prends une pipe, tu mets le tabac, tu prends la loupe et tu allumes la pipe. Voilà. Donc c'est Jean Alouche qui nous raconte cette histoire. Je l'ai traduite Mémoire de Rabbi Yaakov Lacan ici. Mais pourquoi j'ai insisté à reprendre ce texte? Parce que c'est véritablement ce genre de jeu que Gérard fait devant son tableau avant de commencer à peindre. Et là, je me suis demandé quel tableau tu nous ferais sur cette... Voilà, alors, ce qu'il a choisi, c'est ça pour l'instant. Ceci est un coq, et ceci est toujours un coq. Et le coq est quelque chose qui travaille tellement Gérard qu'il a fait ce très beau timbre dont tu peux dire quelques mots peut-être. Peut-être des mots assez amusants sur ce timbre. C'était une période très difficile, très dure pour moi.
Et vraiment très mal, je sortais de l'hôpital, en plus j'allais y retourner, donc ça allait vraiment mal. Et me tombe cette commande de l'État sur faire un timbre sur le thème de la République, comme ça, c'était sans doute lié à l'anniversaire de la Révolution française, je ne sais plus, enfin c'était quelque chose d'important. Et il y avait comme thème soit le coq, soit la République, soit... et donc je me retrouve devant ce sujet de timbre. Et comme je vous le dis, ça allait très mal et les journées passaient, je ne faisais rien du tout, rien du tout. Elisabeth travaillait de son côté. Quand elle venait vraiment le soir, elle me disait, alors tu l'as trouvé ton coq, ta République? Je dis non, je n'ai pas trouvé. Non. Et puis vraiment le temps passait et puis Elisabeth était finalement très agacée de voir que je ne m'en sortais pas. Et alors, elle me dit, mais où est le problème? Je dis, mais le problème, c'est qu'il y a deux thèmes, la République et puis le coq gaulois, français. Et Elisabeth, agacée, lui, mais t'as qu'à faire un coq avec une tête de femme, et puis voilà, et tu fais ça. Et alors, sans me poser de questions, je me suis empressé de faire un coq avec une tête de femme, en souhaitant que ça passerait. Je voulais me débarrasser de cette commande qui m'énervait beaucoup. Et alors, ce qui est très très drôle, c'est qu'il y a eu un article dans Le Monde trouvant ce sujet formidable. Et ça, je le dois donc à Elisabeth qui est quelque part ici. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce timbre. Alors, merci Elisabeth. Mais oui, vous pouvez remercier Elisabeth, voilà. Et, mais au-delà de l'anecdote, je pense que ce qui est important, c'est véritablement ce jeu qui est complètement talmudique, c'est-à-dire que je disais que le rapport à l'hébreu est double. Il est d'abord un rapport de coupure, et puis ensuite un rapport de suture. Ben là, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a deux éléments qui n'ont strictement rien à voir, et on va les mettre ensemble. Et c'est ce que fait le travail du rêve, le travail de l'interprétation, le travail du midrash. Et il suffit de relire Freud. Vous apercevrez que dans son livre qui s'appelle Le rêve et ses interprétations, ou l'interprétation du rêve, toutes les méthodes d'interprétation psychanalytique du rêve sont identiques aux méthodes d'interprétation du midrash. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que là, on cite la République, c'est une femme, tu cites Elisabeth, et justement, ce rapport entre le midrash, la psychanalyse, le midrash et la psychanalyse, c'est quelque chose que nous avons beaucoup travaillé ensemble, et que on le verra tout à l'heure, parce que je ne peux pas aller directement dans le tableau qui est le dernier de notre rencontre, mais tu as voulu rendre hommage à une personne, et une femme donc, qui a particulièrement travaillé cette relation entre midrash et psychanalyse. Cette femme s'appelle Eliane Amadol-Lévy-Valency, et dans son livre que nous avons beaucoup travaillé ensemble, qui s'appelle La race, et vous allez comprendre l'importance du titre de ce livre d'Eliane Amadol-Lévy-Valency et du travail d'Elisabeth et de Gérard, puisque le livre s'appelle La racine et la source. La racine et la source, et c'est sur le judaïsme avec une préface d'André Neher. Donc c'est pas rien, et ça avait été édité aux éditions Zikaron par le rabbin Chaim Harboun. Et dans ce livre, il y a une phrase que je pense on a dû répéter au moins une fois par séance d'études. On a étudié ensemble, je ne sais pas, c'est plusieurs milliers d'heures de travail commun, et je crois qu'il n'y a pas eu une seule séance d'études où on n'a pas dit cette phrase. Alors moi je le dis de manière un peu différente parce que je la connaissais par cœur et je croyais la citer, mais en fait je dis différemment. Eliane Amadol-Lévy-Valency dit dans un chapitre qui s'appelle Judaïsme et psychanalyse, et précisément le rêve dans le dialogue psychanalytique et les thèmes de la tradition juive, elle écrit
nous ne craindrions pas de dire qu'elle interprète les textes, c'est-à-dire que la tradition juive interprète les textes comme des rêves, comme nous comprenons l'interprétation des rêves avant d'interpréter les rêves comme des textes. C'est-à-dire que pour Eliane Amadou-Olivia-Valency et pour nous et pour Gérard dans son travail, c'est-à-dire qu'on interprète les rêves comme des textes et les textes comme des rêves. Et les jeux de mots qui sont valables dans les uns, dans un lieu, est valable dans l'autre. Et parmi cette méthode, chez Freud et ensuite chez Lacan, c'est véritablement la décomposition et recomposition des mots. Par exemple, quand Lacan dit que Freud est né en Moravie, ce qui est vrai, il est né en Moravie, il est né en Bohême, mais nous, on l'entend, il est né en mort à vie. Et donc, ça change d'entendre mort à vie, mort à vie. Et c'est tout ce qui nous fait sourire, c'est-à-dire, par exemple, Lacan dit que c'est bien de manger épicé, parce que ce qu'on dit... non, pas manger, j'ai pas dit ça. C'est vous qui avez entendu. Mais il dit parce que... il dit pourquoi ? Parce que ce qu'on dit ment. Épicé, parce que ce qu'on dit ment. Bien. Et donc la question de la vérité est au cœur des épices et je te donne la parole. Oui. Au sujet des rêves, il faut retourner aux Écritures, au texte. Il y a un passage que j'aime beaucoup avec un commentaire de Pierre-Henri Salfati qui m'a raconté un midrash. Par rapport au texte biblique, à un moment donné, vous savez que Joseph se retrouve, il a le don d'interpréter les rêves, et puis il se retrouve en prison avec un maître, le maître panetier, le maître échanson. Et les deux maîtres font des rêves. Et Joseph dit, racontez-moi mes rêves, je sais interpréter les rêves. Alors, le maître échanson raconte son rêve, il rêve avec des grappes de raisin, enfin, très détaillé. Et Joseph lui dit, bien, tu vas pas rester très longtemps en prison parce que tu vas retrouver ton poste près du pharaon. Donc, formidable, il est content. Et le maître panetier commence à se réjouir parce qu'il se dit, moi aussi, ça va être une bonne interprétation. Et il raconte son rêve avec, il a au-dessus de la tête des paniers avec du pain qui est grignoté par des oiseaux, avec beaucoup plus de détails que je vous dis. Et à ce moment-là, quelle interprétation tu fais de mon rêve? Et Joseph dit, ça malheureusement, il y a un jeu de mots dans le texte. Il y a un jeu de mots de texte que je ne saurais pas répéter en hébreu. Le jeu de mots, c'est que on pourrait comprendre que ce maître panetier va être élevé. Mais en fait, le texte dit que sa tête va être élevée, mais pas son corps. C'est-à-dire qu'il va être pendu, il va être décapité, quoi. Et donc là, et vraiment, dans cette explication, et c'est exactement ce qui va se passer. Ensuite, le maître, donc le maître échanson, retrouve son rôle près du pharaon. Et là, c'est là le fameux passage où le pharaon fait des rêves, les rêves des vaches grasses et des vaches maigres. Il demande à ses prêtres d'interpréter ces rêves, les rêves des vaches grasses, des vaches maigres. Et les prêtres sont incapables d'interpréter. Et le maître échanson dit, mais vous savez, tu sais, en prison, il y avait quelqu'un qui interprétait les rêves. On va me le chercher, on va chercher Joseph. Et le pharaon raconte ses rêves de vaches maigres et de vaches grasses. Et Joseph dit, ben voilà, pendant 7 ans, il va y avoir des vaches, les vaches grasses, c'est-à-dire que pendant 7 ans, ça va marcher très très bien, une profusion de toutes les récoltes que tu peux faire. Mais après, tu vas tomber pendant 7 ans de vaches maigres, c'est-à-dire ça va être très très dur. Donc tu as intérêt, pendant la période des vaches grasses, de remplir tes silos un maximum, parce qu'après, ça va être très dur. C'est ce que fait Pharaon. Et là, justement, intéressant, il lui dit, voyant que c'est exactement ce qui se passe,
le pharaon demande à Joseph, mais ça c'est pas dans la Torah, mais c'est dans justement des commentaires autour, je l'ai dit tout à l'heure, Midrash. Dans les midrash. Les midrashim, vous savez, c'est très important parce que c'est des commentaires oraux qui éclairent justement le texte biblique. Et donc, la question du pharaon, mais comment tu fais pour interpréter tes rêves? Il dit, moi, c'est pas compliqué, moi, c'est le texte. Je lis le texte, je travaille le texte, et c'est le texte, sous-entendu le texte de la Torah, qui lui révèle le sens des rêves. Ce qui est étonnant, c'est qu'au moment où il dit ça, il est censé, il n'y a pas encore de Torah, puisque Moïse viendrait, mais ça, vous savez, la chronologie n'existe pas dans la chose, mais ce qui est important, c'est que justement, Joseph renvoie ça à l'interprétation du texte. C'est ça, quand je parle de révélation, c'est le texte qui révèle comme ça. Alors c'est très important ce que tu dis dans cet enseignement de Pierre-Henri Salfati, parce que quand j'avais discuté avec Pierre-Henri aussi sur cette question, il expliquait que quand il dit ça vient du texte, pas seulement du texte de la Torah, mais ça veut dire justement sur le fait d'écrire le rêve pour que le rêve devienne un texte, et d'interpréter à ce moment-là le rêve comme on interprète un texte. Et cela rejoint un texte du traité talmudique Brachot qui dit, c'est au nom de Rav Risda, Kol chelma de l'omifchar, keigarta de l'omikaria, qui veut dire tout rêve qui n'est pas interprété est comme une lettre, une épître, une épistole, comme une lettre qui n'est pas lue. Et donc la grande découverte du Talmud, c'est que les rêves, on ne peut pas les interpréter seulement si on les entend, mais il faut les écrire pour que cela devienne un texte, et que les jeux que l'on peut faire par rapport à un texte écrit deviennent les jeux que l'on peut faire par rapport à un rêve. Et donc là, c'est tout le travail de la lettre, un petit peu comme dans l'exemple de la pipe en terre que nous avons vu. Alors nous allons continuer sur cette idée du jeu de mots, et donc ça, c'est un tableau que tu vas commenter très rapidement, qui est la suite de Ceci est un coq. Très rapidement, vous savez, avec Elisabeth, on est président d'une fondation qui s'appelle La Source, et on fait régulièrement des ventes aux enchères, et les 50 artistes qui sont choisis, on a un objet. Là, c'était un tabouret que vous voyez là, et chaque artiste customise, c'est comme ça qu'on dit, customise cet objet. Moi, j'ai intérêt en tant que peintre à faire des tableaux. Je n'ai pas intérêt à couper en rondelles le tabouret. C'est mieux de faire un tableau. Et là, j'ai associé dans la foulée, j'ai associé ce tabouret un chapeau, et avec le tableau, il y avait à côté du tableau le fameux tabouret sur lequel j'avais écrit « Ceci n'est pas un chapeau ». Voilà, j'ai cherché l'image de « Ceci n'est pas un chapeau », je n'ai pas trouvé, et je me suis dit que ça sera le jeu de présence-absence. Vous irez chercher si vous trouvez ce tabouret, ceci n'est pas un chapeau. Donc là, on était dans Rabelais, dans Rabilets, et ce qui est important dans notre travail, donc là, on vous donne un petit peu les coulisses du travail que l'on fait ensemble, et ça, c'est un travail que Gérard a fait seul à ce moment-là. C'est que une fois que on entend que Rabelais, c'est Rabilets, letz, c'est un mot en hébreu, et donc on se pose la question, c'est-à-dire quand je dis on, c'est les étudiants de manière générale, et là en particulier Gérard, se pose la question où dans la Torah on va trouver le mot en question, le mot letz, qui veut dire comique, qui veut dire le clown. Et donc pour cela on a un outil qui s'appelle une concordance. Aujourd'hui la concordance elle est sur un site qui s'appelle Tanakh ML, et on écrit donc letz. Au passage, je vous dis qu'on a la valeur numérique qui s'affiche, et si on cliquait sur le 120 de valeur numérique, on aurait tous les mots de la Bible qui ont la même valeur numérique.
ce qui fait qu'on peut faire des recherches infinies par rapport à cette valeur numérique. Mais on a surtout la référence qui nous est donnée, et la référence que la concordance nous donne, c'est les Proverbes, chapitre 20, verset 1, où on dit « Letz ayayin », ça commence par « letz », il n'y a que 2 fois le mot « letz » dans la Bible, « Letz ayayin homé shechar »,« Letz ayayin homé shechar », « Vechol shogé bo lo yerkam ». Et donc, Gérard trouve ce verset, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il traduit, le verset est traduit, c'est moqueur est le vin, bruyante la boisson fermentée, qui s'en laisse troubler, manque de sens. Et à ce moment-là, je te donne le pinceau, puisque Gérard va sur cette image que vous voyez ici, qu'on a vue juste un petit peu avant, sur laquelle on revient, je pense, voilà, qui est ici, cette grande installation que Gérard va expliquer, il y a ce panneau où se retrouve, écrit en hébreu, le verset que l'on vient de lire, et donc un mot sur cette exposition, enfin sur cette installation très importante. J'étais tellement séduit de découvrir Rabelais par les connaissances de Marc Alain, parce que là c'est pas un Rabelais scolaire, quoi. C'est pas un Rabelais grotesque, c'est pas un Rabelais surréaliste. C'est tout d'un coup un Rabelais où le texte on doit le percevoir en profondeur. Et Rabelais était quelqu'un. D'abord, il faut savoir que à l'époque, l'Inquisition n'est pas loin. On peut pas dire n'importe quoi. L'œuvre de Rabelais est très ouverte, très libre, et c'est à l'opposé de l'Église, hein, tout simplement. D'ailleurs, Rabelais a été sauvé par un copain, lui, qui était évêque et tout ça, mais sinon, franchement, c'était très dangereux à cette époque-là. Et donc, cette installation qui s'appelle la Div Bakbuk, Bakbuk étant un mot hébreu, Bakbuk, Bakbuk, on entend le glou de la bouteille, et à un moment donné, avec le côté alcool, justement, comme on vient de le voir, c'est-à-dire l'ivresse qui est de l'ordre du secret, le sod. Hein, et donc, dans cette installation, Je te la remets, excuse-moi. Cette installation qui est construite comme un pipe show, c'est-à-dire, vous voyez, il y a des petits œilletons. Alors là, tel que ça a été photographié, c'est plutôt tranquille, je dirais. On voit un passage à l'intérieur. Alors, l'intérieur est beaucoup plus important que l'extérieur, mais sur l'extérieur, il y a tout ce qui préoccupe Rabelais dans des associations de pensée, c'est-à-dire à côté, vous voyez, c'est à côté de ce mythe, à côté de cette pensée de Salomon, il y a la Pythie de Delphes, et puis il y a un peu plus loin, si on fait le tour comme ça, il y a la Tal, la rosée, la récolte de la rosée, et on va voir que le thème de la rosée, c'est quelque chose qu'on a abordé ensemble. Mais donc, il y a toute une extérieure de tous les sujets un peu classiques de Rabelais, et à l'intérieur, alors là, c'est du côté de la révélation, déjà, les guilts, vous savez, le langage secret que pouvaient avoir les compagnonnages de cette époque, et dont Rabelais se moque un peu avec des signes un peu débiles, comme ça, pour communiquer entre guilds. Et là, il y a... donc, vous voyez, alors, ce sont les oculi qui sont à l'extérieur. Ça nous renvoie à des passages très précis. Vous voyez, ils sont très directionnels, ces oculi. Et donc, on peut se balader pour découvrir... on n'a jamais une vue de l'ensemble de l'intérieur, mais des passages, et avec la révélation d'un mot secret dans cette idée de div bakbuk, de divine bouteille, c'est trinch, c'est-à-dire bois.
Voilà, donc et on le voit un petit peu là, mais j'ai un oculus qui est à l'intérieur, là, qui est précis pour voir juste ce truc. Mais le passage le plus... Parce que vous connaissez Rabelais, et donc il y a un autre passage comme ça, donc on se balade, et l'écran le plus grand, où on a pratiquement la moitié... Là, on le voit, c'est l'autre moitié de l'installation qu'on ne voit pas du tout, c'est censuré. Mais vous pouvez le voir donc au musée. C'est que vous avez un grand passage de Rabelais décrivant vraiment un moment important, c'est le torche-cul. C'est-à-dire toutes les manières de se torcher, et la conclusion de Rabelais, c'est que la manière de se torcher la plus raffinée, la plus subtile, c'est avec un oisillon duveteux. Et donc j'ai peint une belle paire de fesses avec Gargantua qui se torche avec un oisillon duveteux. Voilà différentes manières de voir Rabelais, mais justement ces citations sont une manière de cacher des codes de lecture par des fantaisies comme ça, mais non, encore une fois, Rabelais était sans doute en contact avec des kabbalistes pour savoir la subtilité des mots. Je vous dis, il comparait les mots à des silex qu'on frappe les uns contre les autres pour une multitude d'étincelles, donc de sens. Et ça, c'est encore une fois une manière de jouer avec les mots. Et vous savez, un mot au minimum 4 sens, déjà à lire. Je vous donnais la racine tout à l'heure de Ramor, ret, même reich, rien que cette racine-là, avec des styrofim, c'est-à-dire des combinaisons de lettres. On a, je sais pas combien... 6 permutations. 6 qui nous renvoient à des choses très différentes. D'Aber, par exemple, l'abeille Déborah, c'est pareil, ça nous renvoie au désert, à la parole, et mon professeur d'hébreu, qui m'a appris cette langue, mais bien que je le parle très très mal, Yaakov me disait, tu sais, en hébreu, on n'a pas besoin d'un dictionnaire français-hébreu. C'est pas ça qu'il faut. Tu prends un mot que tu comprends pas, par exemple d'Aber, et tu regardes comment c'est écrit, et à partir de ce mot, tu regardes toutes les occurrences où cette racine est employée. Donc d'Aber, Déborah, d'Ivré, les paroles. Et finalement, il faut, à travers tous ces sens, essayer de voir quel est le point commun. Quel est le point commun entre une abeille, la peste, un désert, une parole. Quel est le point commun? C'est justement la transmission, le passage de l'un à l'autre et tout ça. Donc il faut rester, non pas à s'arrêter sur un mot, mais voir l'esprit de ce mot qui est une ouverture. C'est ce travail que Gérard fait et continue de faire d'œuvre en œuvre. Donc vous avez vu les jeux de mots qui sont... Vous comprenez le rapport entre Magritte, ceci n'est pas une pipe, et le pipe chaud dont on a parlé ici. Et puis l'oiseau duveteux avec si tu renvoies la mer et tu prends les petits, vous voyez, il y a des intertextualités tout à fait étonnantes qui se profilent et qui n'étaient pas prévues dans ce... Voilà. Et donc, c'est cela qu'on appelle le Letz, le clown. Pour ceux qui parlent yiddish, il faut savoir qu'il y avait un journal qui s'appelle Der Letz, c'est-à-dire en yiddish, c'est en fait le clown aussi. C'est un mot hébreu qui est passé en yiddish, et ça a permis à Gérard de proposer le clown blanc et le clown... voilà, c'est un tableau important. C'est un tableau important. Dans l'exposition du Centre Pompidou, c'est dans la dernière salle, parce que même au niveau de la facture, l'écriture, ça pourrait être fait par un autre peintre, mais
Mais au contraire, j'ai respecté complètement ces deux personnages qui étaient des clowns connus. Et donc, vous avez le clown blanc. Alors, c'est avant toute chose, pour moi, c'est le clown blanc et l'Auguste. C'est le classique, c'est ce que j'appelle le classique indien. C'est-à-dire que le clown blanc, dans son habit de lumière, d'étincelles comme ça, et son maquillage particulier, dessiné. Et normalement, un clown blanc a toujours plus ou moins ce style de sourcil, comme ça, une oreille rouge. Je ne connais pas la signification de cette oreille rouge, mais en tous les cas, il a une oreille rouge. Et il y a du sens là-dessous. Et puis vous avez l'Auguste. L'Auguste, qui lui, c'est un personnage bariolé, comme ça, une espèce de clodo, avec son maillot marin, comme ça. Et ça, c'est assez classique dans le cirque d'un Auguste et un clown blanc. Alors, évidemment, les deux, je les ai mis avec des écritures. Le clown blanc, il est avec la formule de Maxwell qui est une analyse de la lumière. Maxwell a fait un théorème sur la lumière. Et donc, alors ce qui est assez amusant, donc, ce théorème de Maxwell, je l'ai reproduit fidèlement. Je me suis fait conseiller évidemment par des mathématiciens, et surtout notre ami Henri Berestecchi, qui est mathématicien et qui m'a vraiment regardé ça pour que je ne fasse pas d'erreur, parce que je suis incapable même de lire cette formule mathématique, mais donc je l'ai reproduit. Alors par contre, l'Auguste, lui, dans son chapeau, il y a une formule, il est or, vaillé or, il est or, vaillé or. Et là, cette formule-là veut dire... en français, c'est une mauvaise traduction, parce que, en gros, ça veut dire que la lumière soit et la lumière fut. Et moi, moi, je suis pas le seul, mais c'est une mauvaise traduction parce que c'est trop long. Pour moi, y or, veille or, c'est plus proche de ces, vous savez, de ces formules au cinéma quand on dit lumière, comme ça. Tout d'un coup, on n'a même pas le temps de le prononcer que c'est déjà là. Et c'est comme ça qu'il faut le ressentir, parce qu'au milieu de cette phrase, il y a un vave conversiste qui déstabilise ce verset. Et alors, ce qui est amusant, pourquoi je fais ce tableau finalement, c'est que je sais au moins ce verset le lire en hébreu, donc je peux parler de l'hébreu un petit peu. Je ne sais rien de cette écriture en mathématiques du clown blanc, et donc je me dis, voilà, quand je vais présenter ces tableaux à des spectateurs, il y a des spectateurs qui vont parler hébreu, qui vont pouvoir lire ce diptyque, d'autres ne connaissent pas l'hébreu, mais connaissent le langage, les mathématiques, d'autres connaissent ni les mathématiques ni l'hébreu, d'autres ne connaissent les deux. Quant à moi, je ne connais que l'hébreu. Et donc, ceux qui ne connaissent rien, ils ont en tous les cas la peinture pour regarder les tableaux. Voilà. Merci. Oui. Alors, on pourrait terminer là-dessus, mais on est à peine à l'introduction. Donc, on va accélérer. Alors, c'est pour rassurer Sophie, parce qu'on a dit qu'à 10, on donnait la parole. Là, ça fait à peu près un peu plus d'une heure que nous échangeons. Il faudrait donner la parole au public, mais peut-être on termine au moins la div backbook pour pouvoir, parce que au moins terminer quelque chose. Et voilà, c'est la suite. En fait, on a prévu cet échange en 3 jours. Donc il y a demain à la même heure et après-demain. On fera qui douche aussi puisque c'est Shabbat. Donc voilà. Donc là c'est un tableau de Don Quichotte où il y avait les clowns aussi. Donc on s'est dit que ça serait bien de le montrer. Backbook, c'était important que vous voyiez que c'est un mot hébreu, backbook, la div backbook. Backbook, ça veut dire bouteille en hébreu. Et donc ce qui a retenu l'attention et ce qui retiendra votre attention de spectateurs et de visiteurs à l'exposition
de Beaubourg, où se trouve cette installation. C'est très haut, hein, ça fait 3-4 mètres de haut, c'est ça? Oui, 3 mètres. 3 mètres de haut. Là, Gérard vous a parlé des oculi, c'est-à-dire de ces appareils qui vous permettent de regarder à l'intérieur comme des voyeurs, mais l'ensemble est supporté par des poteaux, hein, que vous avez ici, et vous pourrez être surpris de la forme du socle de ces poteaux. Alors, Gérard va en parler. Voilà, on a fait un gros plan sur ce socle, vous le voyez ici, et j'ai trouvé un outil qui permet de comprendre ce que Gérard a voulu faire, et c'est l'un des objets les plus insolites, mais je pense les plus importants parmi les objets de l'œuvre de Gérard. Alors je dis les objets parce qu'il y en a des dizaines, mais celui-là était important dans la question de l'hébreu, et ça serait vraiment formidable si tu peux en dire quelques mots. En quelques mots, en effet, c'est une forme, ce socle finalement, ce sont en effet des magènes, et c'est une forme. Traduit, parce que on ne sait pas ce que c'est qu'un magène. Un magène, c'est pour une circoncision, c'est la partie femelle, je dirais, de cet outil, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais ça veut dire magène, ça veut dire bouclier. Et c'est une manière de protéger le prépuce et de couper la petite peau qui s'appelle comment, la petite peau Orla. Orla. Oui. Et donc non, ça protège le gland, c'est-à-dire on tire le prépuce. Je m'excuse de détailler. On tire le prépuce de l'enfant, on prend le magène que l'on bloque ici, et donc quand le moël va couper, il est sûr de ne couper que la peau, oui, donc le prépuce, et de ne pas toucher pour éviter un accident. C'est un moment très impressionnant. D'ailleurs, un jour, j'ai été le parrain du fils d'un ami. Comment le parrain, ça s'appelle? Sandak. Sandak, oui. Et donc j'ai été ça, j'étais très fier d'avoir un petit enfant dans mes bras comme ça. Mais la première circoncision, le Brit Mila, la première Brit Mila à laquelle j'ai assisté, là je connaissais pas Marc Alain, je connaissais rien du tout, c'était un peu par hasard que j'étais là. Et j'ai été très impressionné. Et en effet, ce magène et ce petit ciseau, en fait, très aiguisé comme ça, m'avait beaucoup impressionné. Et je trouve que la forme est très belle. Et dans l'exposition, il y a d'autres des tableaux où on voit cette forme que j'ai mis même en chapeau. Voilà, une sculpture, par exemple. Là, à cette époque-là, je ne savais même pas que ça s'appelait un magène. À la limite, je ne savais pas à quoi ça servait, mais j'avais rencontré cette forme, et je l'ai toujours aimé, voilà, sincèrement, comme ça, sans aucune précision. Mais avec le temps, j'ai compris ce que c'était, et ça a développé tout. Alors, pour en revenir à cette installation de la Dief Bacbuc, en effet, tourner dans l'autre sens, c'est vraiment un magène. Et voilà, c'est parce que je trouve que comme pied, puisqu'il fallait que je fasse des pieds, des structures métalliques en fer battu, en tant qu'à faire une découpe, et que ça ne pouvait pas être en volume, j'ai trouvé que c'était une bonne inspiration de parler de ce bouclier. Voilà. Alors, au-delà de l'inspiration, je pense qu'on va parler encore 5 minutes, enfin même pas, et on va donner la parole aux questions et au public. C'est un zeugma. Et puis, pour pas... on est vraiment désolé de prendre votre temps, et donc... Et alors, mais cet objet est vraiment très très important parce que Gérard dit que c'est juste comme ça pour le côté esthétique. En fait, il y a un côté éminemment symbolique et très important de cet objet au niveau de la circoncision, parce que la circoncision se dit en hébreu mila. Mila, c'est la circoncision. Sauf que l'hébreu a cette particularité extraordinaire sur laquelle joue Gérard, c'est qu'en hébreu, chaque mot, sans exception, a toujours au moins 2 significations. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle une amphibologie, et que ça permet beaucoup d'humour et beaucoup de créativité. Et le second sens de Mila, c'est-à-dire la circoncision,
c'est le mot. Le mot. Un mot, ça se dit mila. C'est-à-dire que si je prononce deux mots, un mot c'est mila, c'est la circoncision. Pourquoi? C'est très simple, parce qu'un mot n'existe que de la coupure. C'est-à-dire que quand vous prenez une phrase, s'il n'y a que des lettres, il y a une suite de lettres, mais il n'y a pas de mots. Pour créer un mot, il faut qu'il y ait une coupure dans le flot des lettres. Ce qui fait que la notion de mot est liée à cette... Donc on l'a indiqué de cette manière-là, regardez, Mila, c'est le mot et la circoncision, et ça permet de comprendre un poème que je ne sais pas s'il est lisible ici, mais moi je vais le lire à partir de mon document ici, un poème de Paul Celan, qui a écrit un poème où il joue sur la circoncision du corps et sur la circoncision du texte. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre. Ne lisez pas encore parce que vous détournez de ce que je dis. Et c'est très important parce qu'il y a une différence. Il y a cette dualité, elle est essentielle parce qu'elle répond à une question métaphysique fondamentale de la circoncision de la fille. La circoncision de la fille. Il y a en hébreu la circoncision du corps, que j'appelle circoncision sexuelle chez le garçon, et il y a la circoncision des mots, circoncision du texte, que j'appelle circoncision textuelle chez la fille. Comment se joue cette circoncision textuelle? C'est que les mots de la Torah, s'ils existent, c'est parce qu'il y a la circoncision de la fille. Bien sûr, pas de la fille en tant que corps de la fille, mais en tant que mot fille. Si on prend les 3 premiers mots de la Genèse, ou les 2 premiers, pour faire qu'il y ait 2 mots, ça s'écrit Bereshit bara. Bereshit, au commencement, bara, il a créé, etc. Mais si je ne prends que des lettres, c'est-à-dire il n'y a pas encore de mots, j'ai Bet, Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav, Bet, Resh, Aleph. Ça ne veut rien dire, c'est une suite de lettres. Pour faire émerger la signification, il faut introduire une coupure à l'intérieur de 2 lettres. Or, la première coupure de toutes les coupures qui va créer les 2 premiers mots se fait entre la lettre Tav de Bereshit et la lettre Bet de Bara. Et Bet et Tav, ces 2 lettres, écrivent le mot Bat qui veut dire la fille. Et c'est parce qu'il y a la circoncision, la coupure de la fille, qu'il y a la création du monde. Bereshit bara, le monde est né de la circoncision textuelle de la fille. Et ça, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Je vous remercierai le Midrash. Et en tout cas, bon, c'est une interprétation que j'ai eu la chance de révéler, de découvrir. Mais je crois que c'est absolument essentiel parce que la question revient à chaque fois. Qu'en est-il de la circoncision de la fille? Elle est bien là. Bien. Et ce qui est important, alors, Jacques Derrida a écrit un livre sur Paul Celan qui s'appelle Shibboleth, dans lequel il commente le poème que nous avons ici. Et c'est dans ce poème de Paul Celan où il y a le jeu de mots implicite sur Rabelais qui est coupé en 2 dans Rabelais. C'est-à-dire que c'est pas une invention c'est Paul Celan déjà a cette idée-là. Je vous lis le texte, pas en allemand, c'est dans la traduction ici de Jean-Pierre Lefebvre, et ça concerne un rabbin très important qui s'appelle le Maharal de Prague, qu'on appelle Rabbi Lev, et qui a eu la particularité qu'on lui attribue la création du golem. Et le golem, c'est un des tableaux majeurs de Gérard qu'on pourra voir à l'occasion, mais pour l'instant, on verra rien du tout. On lit le poème. À un qui était devant la porte, un soir, à cet homme, j'ai ouvert ma parole, et je l'ai vu s'en aller machinal, retrouver l'avorton goitreux, le mal foutu de seconde tonte, le frère enfanté dans la botte crotteuse du soudard, le type avec le divin engin créateur sanguinolent, le bout d'homme pépilleur. Rabbi, j'ai grincé,
Rabbi Leuve, à celui-là, coupe, circoncis-lui la parole. À celui-là, inscrit le néant bien vivant au fond de son être. À celui-là, écarte-lui en sentence de salut les 2 doigts abougris à celui-là. Et puis, claque la porte du soir, Rabbi. Ouvre grand la porte du matin, Ra. Je le redis, ouvre. On va trouver, c'est écrit, j'avais demandé qu'on tousse à ce moment-là. Regardez. Et puis claque la porte du soir, Rabbi, silence. Et donc vous voyez ici le mot Rabbi. Et Paul Celan va couper le mot Rabbi, c'est-à-dire qu'il fait la circoncision textuelle du Rabbi, ouvre grand la porte du matin, Ra. Et à partir de là, il y a des commentaires infinis, mais peut-être qu'on s'arrête là pour l'instant. Et puis vas-y. Simplement que vous comprenez bien que quand on a toutes ces ouvertures avec Marc Alain, tout d'un coup, il y a un champ extraordinaire qui s'ouvre, qui n'est pas comme Van Gogh, tout d'un coup, les fleurs, les tourneuses. On comprend très bien que Van Gogh avait tout d'un coup été tout à fait fasciné par ces tournesols d'une grande beauté, mais en tant que peintre, il n'y a pas que d'être fasciné par la nature et les tournesols. On peut aussi être fasciné par les mots que commente Marc Alain, et ça donne, moi en tant que peintre, j'ai envie de peindre ces mots. C'est pour ça que je trouve que l'exposition que j'ai faite, c'est une exposition sur les mots. Voilà. Je pense qu'on peut terminer là-dessus.